Bienvenue à tous à ce troisième webinaire des vendredis du climat, consacré à gérer ses travaux en verre avec le changement climatique. Aujourd'hui, nous allons voir les projections climatiques liées à ces travaux en verre, les impacts des pratiques en verre sur les chaudages, un exemple d'adaptation l'argile blanche kaolin, et l'intérêt de l'éclaircissage dans le Val-de-Loire et la gestion de la haie foliaire. Ce webinaire s'inscrit dans une série de 4 webinaires sur les impacts du changement climatique et comment s'y adapter. Le premier avait été la grêle le 13 janvier. Le deuxième, la semaine dernière, l'eau, un enjeu de demain. Aujourd'hui, comment gérer ces travaux en verre en lien avec le changement climatique. Et pour le 3 mars, nous aborderons le sujet des gels de printemps, comment s'y adapter. Donc concernant le déroulé du webinaire, vous êtes sans caméra et sans micro. Ce qu'on vous propose, c'est d'aller dans l'onglet Conversation pour poser toutes vos questions et vos remarques, et nous répondrons à ces questions et ces remarques en fin de webinaire. Donc cette série de webinaires vous est présentée par une équipe de conseillers de chambre du Val-de-Loire, donc avec Mathieu Joanneau de la chambre Pays de la Loire dans le 44, Thomas Chassin de la TV 49 dans le Maine-et-Loire, Manon Tonnet de la chambre de l'Indre-et-Loire et moi-même, Brieux Ménager, chambre du Loir-et-Cher. Donc voilà, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc le phénomène météorologique. Pour commencer, nous allons voir des projections climatiques liées à un phénomène qui est les pics de température. C'est ce qui va nous intéresser plutôt aujourd'hui. Donc les températures extrêmes pour la vigne, c'est des températures supérieures à 35 degrés, qui entraînent des risques d'échaudage sur les baies, de blocage de maturité et d'évolution du profil aromatique des vins. Donc pour faire ces projections, nous allons nous baser sur des scénarios issus du GIEC, donc avec des échantillons de données d'un passé proche de 1976 à 2005, des projections à vue 2050 et des projections à horizon 2100 avec des scénarios 8.5, donc on va dire le scénario du pire selon le GIEC, et un scénario 4.5 qui est le scénario du moins pire selon le GIEC toujours. Donc si on regarde l'évolution du nombre de jours échaudants par an en région Centre-Val des Loire, donc là ce sont des jours où la température est supérieure à 25 degrés, ce sont des jours échaudants pour le blé. C'est un travail qui a été fait dans le Loir-et-Cher notamment, donc pour donner une indication un petit peu. On peut voir que ces jours supérieurs à 25 degrés, nous en avions 40 dans un passé proche. Et par rapport aux projections climatiques que nous avons, nous devrions passer à 55 jours supérieurs à 25 degrés à horizon 2050. Et dans le scénario 4.5, on devrait monter à 71 jours à horizon 2100. Et scénario 8.5 à 96 jours supérieurs à 25 degrés à horizon 2100. Donc là, ce qu'il faut se dire, c'est que globalement, c'est par rapport à ce qu'on connaît ou ce qu'on a connu. À horizon 2100, on devrait en moyenne à plus ou moins doubler le nombre de jours supérieurs à 25 degrés, donc doubler le nombre de jours très chauds. Et parallèlement à ça, on devrait augmenter température moyenne journalière ainsi qu'une baisse des précipitations en été. Donc nous, ce qui nous intéresse pour la vigne, c'est les jours supérieurs à 35 degrés, parce que la vigne est mieux acclimatée à un climat chaud et au coup de chaud. Donc si on regarde sur la station de Chambray-les-Tours, donc en Indre-et-Loire avec le modèle Aladin, par rapport toujours à notre référence passée, nous avions 3 années sur 10 où on avait une probabilité d'avoir un jour supérieur à 35 degrés. Donc suivant les scénarios qu'on peut avoir, à horizon 2100, on aurait une année sur 2 avec au moins un jour supérieur à 35 degrés. Et à horizon 2100, dans le scénario du moins pire, 8 années sur 10 avec une température supérieure à 35 degrés. Et dans le scénario 8.5, donc du pire, à horizon 2100, on aurait systématiquement au moins un jour supérieur à 35 degrés, donc de juin à septembre. Donc savoir le nombre d'années où il y aurait au moins un jour de température extrême, c'est intéressant, mais on peut aussi essayer de savoir combien de jours on pourrait avoir supérieur à 35 degrés, donc de juillet à septembre, d'ici 2100. Donc là, c'est une projection qui est faite dans le Layon, dans le 49, avec en ligne bleue une médiane glissante sur 30 ans et la variabilité de cette médiane sur 30 ans en vert.
Donc on peut voir que globalement, depuis les années 80 jusqu'à 2000-2010, on avait en moyenne 0 jour supérieur à 35 degrés entre juillet et août, avec une variabilité qui fait que ça pouvait arriver de temps en temps. Et on voit que cette médiane va augmenter au fur et à mesure des années pour atteindre à horizon 2100 plus de 5 jours en moyenne de température supérieure à 35 degrés, avec un maximum, voilà, une variable très grande et un maximum jusqu'à 15 jours, 15 jours où la température est supérieure à 35 degrés en l'espace de 3 mois. Donc un impact important. Si on regarde ce qui s'est passé en 2022, on voit dans le Loir-et-Cher la température maximum euh, sur la période de mai à septembre. On peut voir qu'on a eu 4 jours avec une température supérieure à 35 degrés, avec notamment un pic quasiment près de 40 degrés. Et si on refait ce même exercice dans le Muscadet sur le même laps de temps, donc en 2022, nous avions 6 jours avec des températures supérieures à 35 degrés, et notamment une journée mi-juillet avec qui dépassait les 40. Donc quid de 2022 par rapport aux projections? Donc on a eu 6 jours dans le Muscadet, température supérieure à 35 degrés. Si on regarde la courbe de projection qu'on peut avoir, on peut considérer que 2022, on est sur une année médiane à horizon 2080. Donc voilà, faut pas prendre ça dans l'absolu, mais ça montre la tendance de l'évolution climatique qui nous attend dans les années à venir. Donc voilà, pour conclure sur ce petit aparté météorologique, ce à quoi il faut s'attendre, c'est des coups de chaud de plus en plus fréquents et de plus en plus forts qui pourraient entraîner des blocages de maturité. Des changements d'équilibre de vin avec une diminution de l'acide malique, une augmentation des températures nocturnes qui diminuerait la production de polyphénol, ce genre de choses, des blocages de maturité. Une évolution des conditions de travail, donc l'aménagement des horaires qui pourrait être un peu plus compliqué dans les années à venir. Et une augmentation des phénomènes d'échaudage, que Mathieu va en parler juste après. Donc je passe la main à Mathieu. Merci. Merci Brieux. Alors, donc moi, je vais vous parler échaudage et feuillage. Alors, pour commencer, on va regarder un petit peu la physiologie de l'échaudage. Qu'est-ce qui se passe quand des raisins échaudent? Quand les conditions réunies pour que ça échaude arrivent, il y a une destruction brutale de la chlorophylle dans la baie. Donc, avec une oxydation des polyphénols, puisque la destruction de la chlorophylle va libérer des dérivés oxydatifs de l'oxygène. Donc, dans le cas d'un échaudage, on va dire léger, il y a brunissement de la pellicule sur les blancs. Sur les rouges, l'oxydation des polyphénols provoque une incapacité à synthétiser les anthocyanes, donc c'est des couleurs qui vont rester rosées. Et surtout, dans le pire des cas, celui qu'on connaît, celui qu'on voit donc sur la photo qui est à côté, dans un fort cas d'échaudage, il y a les cires qui protègent l'épicuticule de la baie, qui vont être modifiées, leur structure va être modifiée, et comme ces cires régulent la perméabilité de la baie va laisser échapper beaucoup plus d'eau, elle va finir par flétrir, puis se dessécher. Alors, au niveau œnologique, qu'est-ce que ça va donner? On va dire que ce que ça va donner sur les vins après. Quand il y a un échaudage fort et que les grappes sont desséchées, ça finit pas dans le pressoir, donc ça n'a pas de conséquences sur le vin. C'est une perte sèche de récolte, mais ça ne joue pas sur la qualité. Comme le disait Brieux, donc les fortes températures provoquent moins de production et plus de dégradation d'acide malique. Mais c'est plus dur, on va dire, à la chaleur qu'à l'échaudage en lui-même. Par contre, quand il y a un échaudage léger sur les blancs avec un brunissement de la pellicule, dans les vins, on va retrouver de l'astringence, des jus qui sont colorés et de l'amertume. Et sur les rouges, donc moins de synthèse d'anthocyanes, donc moins de couleur, et aussi moins de composés aromatiques de tout ce qui va être composé phénolique. Alors, qu'est-ce qui provoque l'échaudage? Il y a des tas de facteurs qui rentrent en jeu, hein, notamment des facteurs climatiques. Alors, pour qu'il y ait des échaudages, dans tous les cas, il faut une combinaison principalement de deux facteurs. Il faut beaucoup de rayonnement et il faut une température élevée. Alors, la température qu'on attend pour qu'il y ait de l'échaudage à la surface des grains, c'est 42 degrés. C'est la température à la surface des grains. Il va y avoir l'humidité relative et le vent. Donc, les rayonnements visibles vont provoquer du réchauffement et la photooxydation sur les baies, donc pour provoquer le réchauffement des baies aussi, notamment au niveau des infrarouges.
La température et la surface des grains, elle est influencée par de multiples facteurs sur lesquels on va revenir. L'humidité relative, donc l'humidité s'oppose toujours aux modifications de température. Et le vent, ça régule aussi la température par convection dans les grappes. Ça stimule également l'évapotranspiration. Et l'évapotranspiration, c'est un des mécanismes de la baie pour réguler la température à sa surface, notamment par changement d'état de l'eau. Alors ça, c'est les facteurs climatiques. On va voir aussi les facteurs culturaux. Alors, premier facteur, il y a la couleur du cépage, hein, puisque ça modifie tout d'abord l'albédo de la baie, donc la quantité de rayonnement qu'elle va prendre. Après, après la véraison sur un cépage rouge, la plupart des polyphénols sont des antioxydants, donc ça va quand même réduire l'oxydation qui se passe dans la pellicule de la baie. Autre facteur culturel, il y a l'état hydrique de la plante, puisque quand la plante est en stress hydrique, ses stomates se referment pour éviter de perdre de l'eau, mais si elle ne perd pas d'eau, elle régule moins sa température. Il y a le stade phénologique, hein. Donc, alors ça, selon les cépages, tous les cépages ne vont pas avoir des pics de sensibilité au même stade phénologique. Donc là, bon, il y a un petit graphique sur lequel on peut voir les dégâts observables sur des baies suivant le stade phénologique. Donc, voilà, avec le stade du milieu qui est 84, qui est la véraison. Donc, sur deux groupes de cépages différents, certains qui sont considérés comme tolérants et d'autres comme sensibles à l'échaudage. Ceux qui sont sensibles, alors vraiment, on voit un énorme pic de dégâts quand les facteurs sont réunis pour échauder avant la véraison. Donc, dans les autres facteurs, il va y avoir une sensibilité à la photooxydation dans les composés du raisin. Donc ça dépend vraiment des cépages. Et enfin, il y a l'orientation des rangs, hein. Donc, avec les rangs nord-sud qui sont les plus exposés, puisqu'il y a une face qui est pleinement exposée à l'est, qui va prendre beaucoup, mais alors vraiment beaucoup moins de rayonnement, et la face qui est à l'ouest, qui, elle, par contre, voilà, va prendre beaucoup plus de rayonnement que dans un cas d'une orientation à est-ouest, nord-est, nord-ouest, etc. Alors, on parlait du climat tout à l'heure, des facteurs climatiques sur l'échaudage. 42 degrés à la surface de la baie, c'est vraiment là, il faut s'intéresser au microclimat dans la zone des grappes. Donc, la température à la surface de la baie, ça va être plusieurs composantes. Ça va être la température sous abri. Voilà, vous regardez votre thermomètre, il fait 37 degrés, la température sous abri. Plus à ça, il faut rajouter la chaleur qui est due au rayonnement, notamment au rayonnement infrarouge que va se prendre la baie en étant exposée. Donc, plus la baie est exposée, plus sa surface se réchauffe. On a pu voir des différences dans des expositions de grappes ou des grappes qui étaient recouvertes par le feuillage jusqu'à plus 12 degrés sur la surface de la baie. Donc, ça joue énormément. Autre facteur du microclimat dans la zone des grappes, c'est la chaleur du sol. La chaleur du sol, donc qui modifie la chaleur au niveau de la zone des grappes. Il y a beaucoup de choses qui vont jouer là-dessus. Il peut y avoir la hauteur qui sépare la zone des grappes du sol. Il y a la nature de la couverture du sol. Là, par exemple, c'est des photos à côté qu'a prise Brieux dans le 41. On peut voir qu'il y a le passage de roue sur lequel il n'y a absolument pas d'herbe et un peu d'herbe qui est au centre. Entre deux photos, on va avoir voilà, des différences entre la petite bande d'herbe qui n'est pas forcément très fournie au milieu, de déjà 8 degrés par rapport au passage des roues qui n'y a absolument aucune herbe. Et enfin, il va y avoir, dans les facteurs du microclimat dans la zone des grappes, il y a la régulation, donc l'aération des grappes, suivant si elles sont lâches, si elles laissent passer l'air ou elles sont très serrées, suivant si ça a été, s'il y a de l'air qui peut passer, et il y a également le stress hydrique. Alors, on disait qu'il y a pas mal de choses qui sont dépendantes du cépage. Alors, première chose à remarquer, c'est que sur le Val-de-Loire, on manque un peu de données sur nos cépages, puisque l'échaudage, c'est pas forcément un problème auquel on se heurte depuis très longtemps, donc c'est pas forcément le plus étudié. Pour l'instant, ce qu'on relève dans la bibliographie, c'est qu'on a des cépages qui sont plus tolérants à l'échaudage, comme le Cabernet Franc, le Chardonnay, le Sauvignon Blanc, le Pinot Gris, et certains cépages qui ont déjà été identifiés comme plus sensibles à l'échaudage, un Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, principalement le Gamay, qui est très sensible à l'échaudage. Et à côté des observations, en tout cas, le chenin et le melon sont plutôt dans le groupe des cépages sensibles. Comme je le disais tout à l'heure, des cépages différents vont avoir des pics de sensibilité à l'échaudage à des stades qui peuvent être sensiblement différents. Là-dessus, pour l'instant, la biblio donne des données assez contradictoires, donc c'est des choses à affiner. On a pas mal parlé d'échaudage, on va pouvoir parler d'effeuillage du coup. Alors, sur l'effeuillage, la pratique de l'effeuillage, historiquement,
c'est plutôt pour le côté sanitaire de la pratique, hein. Donc améliorer l'état sanitaire de la vigne, d'abord parce on aère mieux l'azote des grappes, donc on va diminuer les conditions du microclimat vont être moins favorables aux champignons, notamment le botrytis, au mildiou. Il y a une meilleure exposition des baies, donc il va y avoir une meilleure exposition aux UV qui ont un rôle important dans la lutte contre l'oïdium. Il y a une meilleure exposition des grappes au traitement, il y a plus de traitement qui finit sur les grappes, hein, jusqu'à plus de 50%. Et enfin, il y a un dernier gain qui est quand même assez important, c'est qu'on voit mieux les grappes et qu'on gagne du temps à la vendange. Donc, on peut diminuer jusqu'à 20% le temps de vendange, ce qui est assez important. En même temps, vu qu'on expose mieux les grappes, il y a des grappes qui vont prendre plus d'infrarouge, donc se réchauffer, donc leur température va augmenter. Et, en plus de ça, elles vont être plus sensibles. Enfin, leur température reste chauffée, ils vont prendre plus de rayonnement. Donc, on améliore énormément, enfin, on augmente énormément le risque d'échaudage. Alors, il faut bien voir que l'effeuillage, selon le moment auquel on le positionne, il peut être positionné à plusieurs stades phénologiques. Le moment où on va effeuiller va avoir des conséquences différentes sur la vigne, hein. Donc, positionnement pendant la période, on va dire, entre le stade grappe séparée et la nouaison. On va le positionner du coup entre nouaison et fermeture, entre fermeture et véraison, et juste avant les vendanges. Donc, sur les effeuillages précoces, on a un impact qui est assez fort sur le taux de nouaison. C'est le moment où on a plus d'impact sur, on va dire, le poids de vendange à la fin. Donc, voilà, un impact direct sur le rendement. Par contre, c'est celui qui a le meilleur effet sur l'état sanitaire. Ensuite, si c'est positionné entre nouaison et fermeture, on va quand même avoir un impact sur le remplissage des baies. Donc, toujours un impact un peu plus faible, mais un impact sur le rendement. Un impact un peu plus modéré, mais quand même réel sur l'état sanitaire. À la véraison, il y a un impact qui est assez faible sur l'état sanitaire, donc principalement concernant le botrytis. Par contre, une meilleure exposition, un microclimat plus chaud dans la zone des grappes, on va accélérer la maturité. Et à un moment de la véraison, il faut vraiment faire gaffe au rapport feuilles-fruits, puisque voilà, si on effeuille de trop, on peut provoquer des blocages de maturité. Enfin, celui qui est juste avant les vendanges, on est vraiment sur un côté pratique, on va accélérer les vendanges, mais il n'y a pas d'impact sur l'état sanitaire et il n'y a pas d'impact sur le rendement. Euh, Ça va également avoir un impact sur le risque d'échaudage, le moment où on va le faire. Puisque en réponse à un stress modéré, la plante va produire quelques réponses à un stress modéré, donc épaississement des cires et modification de leur structure sur les cuticules, synthèse de composés antioxydants, etc. Si on expose les raisins à du rayonnement plus tôt dans la saison, mais à un rayonnement plus modéré, il va pouvoir développer des stratégies de réponse. Ce qui provoque que plus un effeuillage se pratique tôt dans la saison, moins il y a d'effets sur l'échaudage par la suite. C'est ce qu'on voit sur le graphique, donc sur la droite, où en gris, on a les impacts des échaudages suivant différentes modalités, sur deux faces, sur face est, sur face ouest. Et en noir, on a en noir, on a sur la face est, en gris, on a sur la face ouest. Et on a tous les stades qui sont, plusieurs stades d'effeuillage, avec en premier à la véraison. Et en fait, plus ça va descendre, plus on va faire l'effeuillage tôt, moins on va avoir d'impact d'échaudage. Par contre, à côté de ça, on aura un impact sur le rendement à travers le remplissage des grains et le taux de moisson. C'est pour ça que c'est un effeuillage précoce qui est moins impactant sur l'échaudage, mais pas forcément sur le rendement. Alors du coup, tout ça, qu'est-ce qu'il faut en tirer? D'abord, on va se repencher sur la question de la gestion des maladies, parce que c'est quand même le principal intérêt de l'effeuillage. Il y a d'autres méthodes qu'on peut mettre en place pour gérer des maladies. En tout cas, il y a d'autres choses à faire. On peut travailler sur sa qualité de pulvérisation, on peut travailler sur la date de début de traitement, je pense notamment à l'oïdium, c'est très important. Le volume de bouillie qu'on peut augmenter aussi pour améliorer la couverture, notamment au niveau des grappes, mettre en place des poudrages contre l'oïdium, sur tout ce qui est du botrytis, la gestion de la charge et de l'entassement. Il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place en amont avant de penser à l'effeuillage. Et quel bilan du coup tirer de l'effeuillage? Au final, ça va vraiment dépendre de la parcelle. On est dans un climat qui change, on a de moins en moins de pression botrytis, on a
de moins en moins, alors pour le coup, vraiment de moins en moins de problèmes de maturité. Donc, c'est à gérer à la parcelle. Si on a vraiment des parcelles qui ont un historique botrytis ou oïdium fort, ça peut être rentable. À côté de ça, il faut quand même vraiment prendre en compte le risque d'échaudage. Est-ce que ça vaut le coup? Pareil, est-ce que les 20% de temps qu'on va mettre moins à la vendange valent le coup par rapport au risque d'échaudage et le risque par rapport au rendement? Si on doit faire un effeuillage, il faut le faire sur une seule face, il faut en faire un léger et il faut le faire sur la face est, sur la face du levant. Mais dans tous les cas, si on n'est pas sur des problématiques de maladie fortes, on peut se passer d'un effeuillage aujourd'hui. Voilà, donc je vais passer la parole à Brieux qui va maintenant vous parler des applications d'argile blanche pour lutter contre l'échaudage. Oui, merci Mathieu. Hop. Donc voilà, je vais vous parler justement, comme disait Mathieu, un exemple d'adaptation par rapport à l'effeuillage. Donc c'est l'application d'argile blanche kaolin. Donc plusieurs essais ont été mis en place dans le Val-de-Loire là, depuis 2019. Donc on sait que cette argile a un effet sur la cicadelle verte. Et en fait, on s'est posé la question ensuite s'il y en avait un éventuel intérêt sur les coups de chaud et l'échaudage. Donc comment ça fonctionne? Je retrouve mon petit pointeur. Donc l'idée, c'est de blanchir complètement le feuillage et en blanchissant ce feuillage, on travaille sur l'effet albédo justement, de renvoi des infrarouges et des UV sur la vigne. Donc le soleil va sur la vigne, le feutrage blanc renvoie les UV, une partie des infrarouges et diminue la chaleur en surface du végétal. Donc là, je vais vous présenter quelques essais menés par la TV49 en 2020, donc sur 2 secteurs, Soulaine-sur-Aubance et Roche de Mur, sur cépage chenin. Avec 2 applications à 20 kg/hectare, un premier passage le 23 juin et un deuxième passage le 31 juillet. Donc là, on peut voir sur le graphique de droite la fréquence qui correspond au nombre de grappes atteintes de grayure sur un cep sur le nombre total de grappes sur le cep. Donc on peut voir que dans les 2 modalités, que ce soit sur un secteur ou sur l'autre, on n'a pas de différence significative entre les fréquences d'échaudage sur cet essai. Par contre, sur l'intensité qui correspond au pourcentage d'atteinte de grayure sur le cep, on peut voir que sur un des secteurs Soulaine-sur-Aubance, on n'a pas forcément de différence. Mais sur le deuxième essai à Roche de Mur, on a une différence significative entre l'intensité d'échaudage avec du traitement et sans traitement, sur le témoin non traité. Donc il y a une diminution de l'intensité dans un des cas d'échaudage sur grappe. Donc d'autres essais ont été mis en place, notamment du côté de Mélan dans le Loir-et-Cher en 2022 sur cépage Sauvignon. Donc avec 2 passages aussi, un à 13 kg le 14 juin et un à 15 kg le 12 juillet. Donc là, l'idée, c'était pouvoir comparer. En fait, directement, je vous présente directement les résultats de vendange qu'on a fait le 8 septembre. Parce qu'on s'est dit, s'il y avait de l'échaudage, potentiellement, le poids moyen d'une grappe devait être diminué. Et donc, on peut voir qu'on a une différence de 10% entre le poids moyen d'une grappe traitée, donc, avec un poids moyen supérieur, de 10% aux témoins non traités. Donc, il y avait quand même un intérêt sur la récolte, vraisemblablement. Donc voilà, le résultat à la vendange. Visuellement, ce qu'on peut avoir, donc dans la modalité traitée à gauche, donc voilà très peu d'échaudage représenté, et un peu plus de cas d'échaudage sur la modalité à droite, c'était assez visuel. Donc voilà, pour cette partie kaolin, ça a été assez rapide. C'est juste vous montrer en fait qu'il y avait un intérêt sur cette pratique qui est en cours, donc pourrait avoir un intérêt sur l'intensité d'échaudage à la récolte. Bon, ça nécessite encore des observations complémentaires pour être sûr de l'intérêt de la pratique, ce qu'on va pouvoir continuer ces prochaines années, nous notamment dans le Loir-et-Cher, avec une réflexion sur des modalités à 3 passages, avec un passage plutôt en saison, parce que dans les 2 essais que je vous ai présentés en 2019 et en 2020 et 2022, les applications de kaolin étaient assez tardives dans la saison et la plupart des coups de chaud étaient déjà passés. Donc, affaire à suivre avec un passage plus précoce et on vous représentera les résultats un peu plus tard. Je vais passer la main à Manon, du coup, qui va présenter une autre stratégie d'adaptation au coup de chaud. Oui, alors, je partage mon écran.
que c'est bon? Vous voyez bien là? Oui. Ok. Parfait. Donc moi, aujourd'hui, on va parler de l'éclaircissage et dans quel intérêt réaliser un éclaircissage. Mais avant, on va revenir rapidement sur le rapport feuille-fruit. C'est juste pour faire un rappel. Donc pour qu'une vigne soit équilibrée d'un point de vue physiologique, elle va devoir assumer 3 fonctions. Je vais voir si je mets mon stylet. Attendez. Elle va devoir, si j'appuie, ça marche? Non, ça ne marche pas. Elle va devoir assumer 3 fonctions. Donc, ça va être d'obtenir des fruits, donc ça va se faire au travers du cycle reproducteur. Donc, elle va devoir faire des fruits en quantité suffisante, des baies de grosse taille, des fruits qui mûrissent d'un point de vue œnologique. Elle va devoir assumer un cycle végétatif, donc former une végétation herbacée, donc des feuilles, des rameaux, un système racinaire. Et elle va devoir outer pour survivre pendant son repos hivernal. Donc elle va devoir garder des substrats nécessaires pour résister au froid hivernal, nécessaires pour continuer à fonctionner sans les feuilles, sans assimilat carboné qu'elle produit l'été avec la photosynthèse, et nécessaire pour le débourrement au printemps. S'il n'y a pas d'aoutement, bah, la reprise végétative l'année suivante, elle va être assez défaillante. Donc juste si on revient sur les 2 cycles végétatifs et reproducteurs, on peut les différencier en 2 parties. Une première partie, on va avoir une phase de croissance et de développement, et une deuxième partie plutôt de phase de consommation, de maturation. Donc pendant la phase pendant la phase de croissance et de développement, on va avoir l'apparition de nouveaux organes qui vont grandir en longueur, et ces nouveaux organes vont se modifier anatomiquement. Et on va avoir des croissances cellulaires, des divisions cellulaires, des élongations, etc. Donc on va consommer en fait par rapport à ça pas mal d'assimilats carbonés. Donc pendant cette phase, on va consommer, et ensuite les jeunes organes qui vont devenir des organes puits vont passer à des organes adultes, vont arrêter de grandir et vont devenir des organes sources. Donc chaque organe de la vigne va être à la fois consommateur et producteur, à l'exception des baies de raisin qui vont être des organes uniquement consommateurs. Et ensuite, il passe dans une phase de maturation qui est ici, où les métabolismes vont changer avec le vieillissement cellulaire, et donc c'est pour préparer la saison d'après. Donc voilà, donc pour résumer, pendant la phase de croissance, on va avoir une priorité à la consommation sur place, puis à de la consommation qui va passer vers l'extrémité des rameaux et ensuite aux substrats qui vont passer dans les baies. Et pendant la deuxième phase, donc l'ahoutement à la maturation, donc la phase 2 de ces 2 cycles, on va plutôt avoir différents cas de figure. Donc, soit si la vigne elle est bien, elle continue sur un fonctionnement physiologique. Soit si la vigne elle est un peu faible, peu vigoureuse, elle va avoir priorité à la consommation sur place, et ensuite les nutriments passeront dans les baies. Et si la vigne, au contraire, elle est très vigoureuse, les organes vont consommer leurs substrats et ensuite vont les envoyer plutôt vers les extrémités des rameaux et plus du tout vers les baies. Donc quand on a un excès de vigueur, on va avoir sûrement un déficit, on a sûrement un déficit de maturité à la fin de la saison. Donc pour que la plante soit équilibrée, il faut que la souche elle soit capable de réaliser plusieurs cycles simultanément et consécutivement, sans perdre ni vigueur ni rendement, avec bien sûr un bon fonctionnement photosynthétique en continu. Donc ce rapport feuille-fruit, il est vraiment indispensable, et donc il va falloir le gérer au travers de travaux en verre pour la partie végétative, donc effeuillage, épamphrage, ébourgeonnage, etc. Et sur le cycle reproducteur, en fait, on a que 2 leviers. Euh, on a la taille en fait qui va permettre de gérer la charge de la vigne au départ, mais si la taille n'a pas été correctement faite ou en fonction de différents aléas climatiques qu'on peut avoir, on peut passer à des méthodes correctives comme l'éclaircissage ou le ciselage. Hop, donc là c'était une grosse introduction mais qui était un peu nécessaire quand même. Du coup, donc c'est l'éclaircissage en fait ça va consister à enlever des grappes entières. Le ciselage ça va consister à enlever des portions de grappes uniquement. Donc voilà, c'est une action corrective aussi bien l'une que l'autre. Normalement, si la charge a été bien faite, enfin si la taille a été bien réalisée, il n'y a pas besoin de la réaliser. Néanmoins, on peut avoir des accidents climatiques, donc notamment le gel que vous connaissez depuis plusieurs années, qui peuvent vous amener à laisser un peu plus de bourgeons en place qui vont vous donner un peu plus de récolte. Donc dans ces cas-là, on peut réaliser un éclaircissage un peu plus tard en saison. On peut aussi avoir un problème de surproduction ponctuelle en relation avec les conditions d'initiation florale de l'année précédente.
Et on peut avoir aussi une condition à la floraison qui va être super favorable et on va avoir des grappes un peu plus grosses que d'habitude. Donc, quels vont être les intérêts de l'éclaircissage? Ça va vous améliorer la qualité de l'état sanitaire et de la vendange. Si vous avez des compactions de grappes, en fait, en enlevant quelques-unes, vous allez aérer votre zone de grappe et donc diminuer la pression, notamment botrytis. Ça va vous permettre de maîtriser votre rendement. Vous savez à peu près savoir combien vous avez laissé de grappes par cep et ça va vous homogénéiser votre vendange. Donc, par exemple, si vous avez un défaut de véraison sur certaines portions de grappes, au moment de l'éclaircissage, vous pouvez enlever ces portions de grappes non vérées et donc vous allez homogénéiser votre vendange. Les ennuis, c'est que c'est cher et que ça peut vous augmenter la vigueur. Donc, c'est ce que je vous expliquais au tout départ. Les baies et les grappes, en fait, c'est uniquement des organes qui vont consommer. Ils ne sont pas du tout producteurs d'assimilats et donc si vous les coupez, en fonction de la période à laquelle vous allez enlever ces grappes, vous allez avoir ces assimilats qui vont repartir dans les feuilles et donc vous allez recréer de la partie végétative. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, l'éclaircissage, ça doit se raisonner en prévision du rendement. Enfin, il faut que vous ayez calculé votre rendement avant et ce n'est pas quelque chose de systématique. Hop. Alors, quand est-ce que vous pouvez à peu près réaliser l'éclaircissage? Donc, ça va dépendre. Sur des jeunes vignes, je vous invite à re-regarder le webinaire de la semaine dernière qui va commencer à sortir sur les réseaux sociaux de nos chambres d'agriculture respectives. Donc, c'est Perrine Dubois la semaine dernière qui a présenté par rapport à un webinaire sur le stress hydrique comment faire une plantation de qualité pour garder des cèpes sur le long terme, faire une plantation pour les 50 prochaines années à minima. Donc, elle nous a présenté que en fait, il fallait insister sur le fait qu'il faut éclaircir les jeunes vignes, il ne faut pas laisser les jeunes vignes telles qu'on voit sur cette photo-là, avec une surcharge, éclaircir de préférence avant la floraison, tout simplement pour favoriser un départ des substrats carbonés plutôt soit vers les racines, soit vers le développement des racines, soit vers le développement de la végétation pour une meilleure mise en réserve. Elle avait aussi précisé que ce que vous gagnerez financièrement à juste garder quelques grappes cette année-là, vous le perdrez sur la longévité de votre cep en fait avec le temps. Donc sur les jeunes vignes, on fait tomber les grappes. Sur les vignes qui entrent en production, par contre, hop, voilà. Soit vous avez laissé un peu plus vous avez taillé de manière à laisser plus de charge sur votre bourgeon et vous pouvez réajuster une fois que le risque gel il est passé. Donc là, ça se fera en pré-floraison. Oui, c'est ça, en pré-floraison. Mais si vous le faites pour d'autres raisons que un aléa climatique, en fait, il faut déjà laisser passer la nouaison, parce qu'à la nouaison, vous allez avoir des phénomènes de coulure physiologique, donc qui vont déjà vous en éliminer quelques-unes. Et le mieux, c'est quand même d'attendre la fermeture des grappes sur les jeunes parcelles ou la véraison sur des parcelles un peu plus adultes. Pourquoi ces stades-là? Parce que vous allez avoir les arômes, la couleur et le sucre qui vont être plus concentrés en fait, dans les baies que vous n'aurez pas éclaircies. Pardon. Donc, quels vont être les impacts sur la quantité de la vendange et la qualité de la vendange? Donc là, je vous ai ressorti un peu quelques articles scientifiques, quelques publications scientifiques. Alors, il n'y en a pas eu énormément, surtout en France. Donc, ça va être beaucoup à l'étranger. Donc là, c'est un Iñaki Garcia de Cortázar Atori. Désolée pour si j'ai écorché son nom, qui nous écoute un jour. Donc en fait, il a travaillé pas mal sur l'impact d'un non-éclaircissage ou d'un éclaircissage et il a pu mettre en évidence que lorsque on réalise un éclaircissage, on va mettre plus en réserve, on va avoir une biomasse sèche végétative plus forte, ce qui s'explique par le fait que les substrats carbonés vont repasser dans la production de feuilles et non pas dans la production de fruits. En revanche, la biomasse sèche en fruits, elle va diminuer vu qu'on aura sorti quelques fruits. Il y a eu un livre qui est sorti, qui a été écrit en 2003 par M. Avenard, qui dit qu'aussi, en tenant compte de la compensation, la suppression de 50% des grappes ne permet qu'une réduction de 30% de la vendange, avec un effet de compensation de 25%. Alors, c'est des résultats qui sont à nuancer, parce que par exemple, en 2006, on a eu Marcus Keller qui, lui, a sorti un deuxième article montrant que l'éclaircissage et son moment d'intervention ont peu ou pas d'impact sur la croissance des rameaux, la surface foliaire, le poids des bois de taille, le nombre de baies et la composition des fruits.
que ce soit au sein d'une année ou en comparant les années. Donc voilà, après, cet essai-là en question est quand même très, très éloigné de la production qu'on peut avoir chez nous en France métropolitaine, quelques vignes confondues. Et une étude du BNIC qui parle du fait que si un éclaircissage de moins de 30% des grappes n'a pas de qu'un éclaircissage de moins de 30% des grappes n'a pas de répercussion sur le rendement car il y a un phénomène de compensation des grappes restantes. Donc voilà, donc ça c'était à peu près sur les études scientifiques. Le mieux c'est de le mettre en pratique chez vous, mais de le faire vraiment en pompier et non pas de garder un éclaircissage systématique, ça n'a pas forcément d'intérêt. Juste parce que dans la littérature, vous allez trouver pas mal de choses sur les éclaircissages manuels ou chimiques. Pour différencier le manuel, donc comment vous allez le réaliser, vous allez devoir estimer votre rendement, déterminer le nombre de grappes à éliminer, éliminer les grappes à la vendangette. Donc vous allez devoir d'abord supprimer les paquets de grappes pour les aérer, possible ciselage, donc si vous avez des gros paquets et que ça ne sert à rien d'éliminer une grappe, parfois une portion de grappe suffit. On supprime les grappes abîmées qui peuvent l'être par exemple par des rognages. Et vous pouvez possiblement égrappillonner pour éviter d'avoir les grappillons dans les machines à vendanger. C'est à peu près 40 heures pour hectare et ça coûte environ 600 € hectare, d'après une étude qu'une dame de l'Université du Massachusetts avait fait en 2017. En comparaison, vous pouvez aussi réaliser l'éclaircissage de manière chimique. Donc, ça se fait avec un régulateur de croissance qui s'appelle l'étéfon. C'est un régulateur à utiliser en préfloraison. C'est compliqué à manipuler, à savoir à positionner. Il a un effet très variable dans toutes les études en fait, qui ont traité sur lui. Et ça peut vous entraîner une baisse de l'acidité des baies. Quand on voit des millésimes tels que 2022, ça fait poser quelques questions. Donc voilà, je vous ai remis les différences entre avantages et inconvénients entre le chimique et le manuel. Donc au niveau chimique, le temps d'application est plus faible. Il s'agit d'un seul traitement par an en préfloraison. Le coût est limité, c'est à peu près 200 € de l'hectare d'après la même étude que celle de gauche. Voilà, mais l'appréciation du stade reste délicat. Il y a des résultats qui sont quand même très variables. Ça nécessite une technicité. Et ensuite, en amont, en fait, il faut aller faire beaucoup de comptages au niveau boutons floraux séparés ou agglomérés pour vérifier vraiment ce que vous allez faire. À côté, l'éclaircissage manuel va être beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Vous n'avez pas forcément besoin d'une main-d'œuvre qualifiée pour le faire. Ça permet d'enlever des paquets de grappes, donc ça va aérer. Ça supprime les grappes moins précoces, donc ça vous homogénéise votre vendange et vous pouvez à peu près calculer combien vous allez en avoir. Sauf que c'est très long et vous pouvez avoir des phénomènes de compensation qui se mettent en place derrière. Donc voilà sur l'éclaircissage et je vais passer la main à mon collègue Thomas, du coup, qui va vous parler de la gestion de la haie foliaire. Merci beaucoup Manon pour cette présentation. Donc on va aborder un petit peu la manipulation de la haie foliaire, justement, voir dans quel cas on peut manipuler justement ce rapport feuille-fruit dans des millésimes maintenant qui sont quand même sur des profils thermiquement assez qualitatifs et donc on est des fois dans des bascules de rapidité d'accumulation en sucre et d'évolution de la maturité technologique très rapide. On avait lancé un essai, nous, en 2020 sur Gros-Logris avec un rognage bas à fermeture de la grappe. Et cette année, on a réitéré du coup l'essai, mais par contre sur chenin, avec un rognage bas début véraison. Donc le constat, c'est un petit peu de voir que dans les vignes, on a souvent maintenant des désynchronisations entre les maturités technologiques, aromatiques et phénoliques. On constate aussi une baisse de l'azote estimable, non pas pour seulement comme responsable ces hautes haies foliaires, mais plutôt un contexte de constat de baisse d'azote. Et on voit que les haies foliaires sont souvent plus hautes que le 0,6 fois votre largeur d'interrang par rapport au cahier des charges d'appellation. À titre d'information, sur des vignes plantées en 90 en interrang, il faudrait 114 cm de haie foliaire. L'objectif du coup de cette manipulation de la haie foliaire par baisse de cette hauteur, c'est d'essayer de diminuer aussi la carence azotée dans les mous, ralentir la cinétique maturité
augmentation du TAVP et diminution de l'acidité totale, afin d'améliorer finalement les équilibres des mous. Et aussi de voir s'il y a un effet sur le stress hydrique. En l'occurrence, on fera un focus en 2023 sur ce sujet. L'intérêt de ce levier d'adaptation, de baisser la haie foliaire, c'est que c'est déjà un coût faible, c'est plutôt simple à mettre en place. C'est aussi surtout et vraiment intéressant parce que c'est actionnable en fonction du millésime, donc c'est un levier d'adaptation réversible en fonction des stades phéno, en fonction du contexte de production, si on est sur un millésime plutôt précoce ou pas, en fonction de par exemple, la date de floraison. Le but, c'est aussi de faciliter la vinification, de potentiellement pouvoir étaler aussi la fenêtre de vendange. Et après aussi, s'il y a donc une confirmation de l'efficacité sur le stress hydrique, aussi d'améliorer la qualité œnologique, comme la fermentabilité des mous ou les composés aromatiques. Donc là, on part un peu sur de la biblio. Thibaut Verdenal, à Agroscope Changin, a beaucoup travaillé sur ça, sur la gestion de la haie foliaire, notamment sur Chasselas. Donc, il a observé qu'il y avait une corrélation inverse entre les variables azote assimilables et le rapport feuille-fruit. Donc, à titre d'illustration, le graphique là vous propose le niveau d'azote assimilable dans les mous entre une hauteur foliaire de 80 cm qui monte jusqu'à 250 mg d'azote. Un panneau foliaire de 120, on est plutôt autour de 200. Et puis, sur du 150, on est plutôt autour de 160-170. Alors, une publication italienne sur le cépage Aglianico aussi, ils ont essayé donc de manipuler et de baisser la haie foliaire en fait à différents stades de développement, donc entre début véraison, ensuite véraison engagée autour de 6 degrés potentiels, et ensuite quasiment post-véraison à 10 degrés potentiels. Donc en résultat issu de cette publication, on voit que le rognage tardif réduit le degré potentiel à la récolte sans pénaliser le rendement, c'est ça qui nous intéresse aussi. Ou la composition du jus. Donc là, au regard de cette publi, il semblerait que le stade 12 bris, alors du coup, on est autour de 6 degrés potentiels, serait le plus pertinent dans ce cas de travail. Un gros travail aussi a été fait donc au CIVA, donc l'interpro des vins d'Alsace, avec Arthur Froli, où ils ont travaillé donc sur Riesling et Gewürztraminer sur un réseau de 5 parcelles, où donc ils ont baissé, vous voyez, comme sur les photos, vous avez le témoin à gauche, et le rognage court avec des diminutions de presque 40 à 50% de la haie foliaire. Donc la conclusion de leur essai en 2020, c'est que le rognage court semble limiter le stress hydrique, la dégradation de l'acidité totale et limiter l'augmentation du TAVP. Sans impact sur le rendement. Donc voilà, c'est des choses qui sont assez encourageantes dans ce sens. On va un peu plus loin. Donc là, c'est des mesures donc, à la chambre à pression du potentiel tige pendant une canicule donc, en 2020 sur Riesling. Les modalités du coup, rognage court et feuillage précoce étaient plutôt les modalités qui se sentaient mieux dans la gestion de ce stress hydrique au niveau de la plante. Sur les paramètres œnologiques, là, vous avez donc l'augmentation du TAVP entre les différentes modalités. Donc, à la fin, donc à la vendange, on peut avoir presque une différence d'1 degré potentiel entre les modalités extrêmes, c'est-à-dire on a le rognage court en rouge, et puis on a le témoin qui est en vert ici. Et pour l'acidité totale, on peut avoir jusqu'à 0,36 d'écart. Le rendement par souche, lui, est plutôt intéressant. Donc, vous voyez, le témoin autour de 2 kg, et même un rognage court autour de 2,4 kg. Pas de différence entre les rendements des différentes modalités. Une inquiétude aussi qu'on peut avoir, c'est bien sûr cette diminution de la haie foliaire. Est-ce que ça a un impact finalement sur les réserves en azote de la plante entière? Donc là, on a une publication toujours de Thibaut Verdenal qui a aussi estimé finalement l'azote total en pourcentage de matière sèche, donc dans le mou, dans le marc, au niveau du feuillage, mais aussi surtout au niveau du tronc et au niveau des racines. Donc là, on voit qu'il y a donc une différence entre la haie foliaire de 90 cm et de 150 cm. Donc au global, un feuillage excessif finalement réduit en globalité la teneur en azote de la plante. Voilà ce qu'on pouvait vous présenter sur un peu la biblio. Nous, donc, sur nos essais qu'on a mis en place sur gros lot gris, avec un rognage à fermeture de la grappe,
vous avez donc l'illustration juste ici des différentes modalités, où là, on a réduit de 30% la foliaire. Là, on a le témoin sur le 100%, et après, moins 50% tout au fond. On a observé donc des différences au niveau analytique. Par rapport aux témoins, sur la modalité moins 30%, on avait moins 4 potentiels, et puis jusqu'à moins 2,7 pour la modalité moins 50%. Alors, la modalité moins 50%, on la nuance parce qu'à ce stade et sur ce cépage, on a eu vraiment donc, une diminution du rendement. Donc, on a un peu rebattu les cartes parce que c'est des choses qui ne sont pas acceptables dans le cadre de nos objectifs de production. Néanmoins, la modalité moins 30% semblait assez intéressante puisque la perte de rendement était très faible. Ce qui est assez intéressant finalement dans cet essai, c'est aussi l'azote assimilable. Donc, suite aux analyses, on avait un témoin avec des azotes assimilables, donc pas de diminution de la foliaire à 135 mg d'azote. Et sur la modalité moins 30 et moins 50, on était autour de 200. Donc, ce qui finalement confirme ce qu'ont pu observer nos collègues suisses. Voilà, donc sur Gros-Logris, est-ce qu'il y aurait un effet cépage? C'est possible. Il n'y a pas eu d'effet donc sur l'AT, ni pH, ni l'acide malique, mais par contre un effet de diminution du TAVP en même temps que la foliaire, et aussi une augmentation là de l'azote assimilable. Dans le contexte du millésime 2021, on n'a pas fait d'expérimentation, et après on a voulu voir ce que ça donnait sur le chemin. Donc, je vais vous présenter les résultats de cette année. Donc, voilà, donc c'était un essai à 3 modalités avec 2 répétitions. Un témoin, on ne touche rien. Un rognage à moins 30, à moins 50, et le tout fait début véraison. Vous avez les caractéristiques de la parcelle. C'est un chenin sur Riparia, plantation 2011 en vin de France, avec un objectif de rendement de 50 hectares. Voilà, donc ça c'est dans le cadre du projet Climavec qu'on a pu mettre en place chez un vigneron. Donc là, vous avez l'illustration de la modalité moins 50% avec un panneau foliaire réduit à 71 cm de haut. Pourquoi on a fait la modalité moins 50? C'est juste pour pouvoir pousser les curseurs à voir jusqu'où on pouvait aller. Néanmoins, voilà, ici, vous avez la comparaison du témoin qui est à 142 cm de haut et l'AR30 qui est à 99, donc tout juste sous le fil de tête. Donc, s'ensuit les vendanges par cep, avec finalement donc pas de différence de poids de vendange entre les différentes modalités, ce qui nous convient bien. Et ensuite, au niveau analyse zone, en fait, on a, que ce soit pour la modalité moins 30% de foliaire et moins 50, une diminution de 0,8 degrés potentielle par rapport au témoin. On a fait des dégustations de baies aussi, donc alors c'est un choix expérimental, on a fait vendange des 3 modalités le même jour. On pourrait aussi imaginer faire une vendange sélective pour voir combien de jours il pourrait y avoir entre les modalités. Ce sera peut-être fait l'année prochaine sur cette parcelle. On a peu de différences finalement majeures, sauf bien logiquement, vous voyez que le témoin ici en rouge a une aromatique de la pulpe un peu plus mûre que les 2 autres, et aussi donc une homogénéité des pépins un peu plus avancée. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le rognage bas sur cette parcelle. Donc, un petit peu, tout a été un peu présenté rapidement, mais ce rognage bas, voilà, nous, on va essayer donc de faire une extension de cette expérimentation avec des essais en bloc plus grand, avec une estimation du stress hydrique, du statut azoté via une pince à spade. Et il reste quand même des questions sur comment se comportent les cépages, et puis surtout, on va essayer d'affiner un petit peu le stade phénologique pour le rognage pour voir quels paramètres sont plus influencés par différents stades phénologiques. Donc, au regard de biblio et d'expérimentation, il semblerait donc qu'on ait une efficacité bonne sur la baisse du TAVP, sur le maintien de l'acidité totale, le pH et les potassiums. Le rendement semble maintenu dans le cadre de ce qu'on a pu vous présenter. Les profils organoleptiques donc, sont aussi impactés pour pouvoir avoir un ralentissement de la maturité technologique et essayer de resynchroniser finalement ces différents paramètres. Alors, ce qui est moins efficace, c'est que dans tous les essais, on n'a pas toujours vu finalement, comme l'essai 2022 sur Chenin, ceux de delta là, d'azote assimilable. Et l'acide malique, dans les essais du SIVA en Alsace sur Gewürz et Riesling, globalement, l'acide malique était quand même, il y avait peu de différence entre les différentes modalités. Donc voilà, on va continuer à voir ce que ça donne sur
ces différents cépages et aussi voir ce que ça donne en termes de mise en réserve sur des rognages bas régulièrement dans ces parcelles. Juste pour illustrer et terminer ma présentation, voilà, ça c'est donc un vieux cabernet franc en Anjou où vous voyez que par vieillissement de la souche et grandissement du tronc, hein, on peut arriver sur des rapports feuilles-fruits qui sont de presque 90 cm de haut avec 64 cm de haie foliaire et puis sans aucun problème de mûrissement de ces parcelles et on a toujours des raisins de qualité. Voilà ce que je pouvais vous présenter. Du coup, on va prendre vos questions si vous en avez. Et puis, j'en profite de vous parler donc du prochain rendez-vous qui sera le 3 mars sur le gel de printemps. Voilà, on va un petit peu aborder des projections climatiques du risque gel, l'impact physiologique et puis aussi le travail qu'on a pu mettre en place sur l'évaluation aussi des moyens de lutte et leur efficacité. Voilà. Alors, on avait une question sur le. Alors, est-ce qu'on a des retours sur le tressage en fil de tête, notamment en ayant des payssages pas trop hauts, type 1,70 m, voire 1,60 m? Alors, je vais tenter de répondre. Du coup, effectivement, sur les modalités de tressage, il semblait que du coup, par augmentation de la surface foliaire, on avait quand même globalement des TAVP qui augmentaient plus vite que finalement une baisse de chargement en sucre. Donc, je lis la question là, en fait. Ok. Donc ouais, il faut voir après la charge, c'est bien une histoire, c'est peut-être Manon là-dessus. On pourra peut-être discuter de ça. Quelle est la charge finalement un peu de la vigne, quoi. Combien il y a de grammes par pied, c'est bien. Faut bien observer ça dans sa globalité. Nous, on était sur des charges, juste pour un peu illustrer nos essais 2022 sur Chenin. On avait en gros 12 grappes dans toutes les modalités, et en l'occurrence, donc, soit des hauteurs foliaires de 70, 100 ou 140 avec toujours 12 à 13 grappes. Voilà. Et la question sur le tressage, c'était la question par rapport à quoi? Par rapport à la réduction de la haie foliaire, des retours sur le tressage en fil de tête, des retours par rapport à quoi? Par rapport à la limitation de la pousse? Alors, si vous voulez, moi j'ai des éléments de réponse. On a fait un petit essai dans le Loir-et-Cher en 2022 sur du tressage en fil de tête. Et en fait, on n'a pas vu de différence significative sur le stress avec chambre à pression, sur l'échaudage, ni sur la qualité des raisins qu'on a pu avoir à la vendange. Donc en fait, la différence qu'on a pu avoir, ça a été sur le temps de travail qui est faramineux, comparé à un rognage, sachant que cet essai-là a été fait, en comparaison avec un rognage très tardif. Un seul rognage très tardif, donc pas une haie foliaire complètement travaillée. Donc voilà, mais sur le premier retour qu'on peut avoir sur un petit essai comme ça, c'est qu'il n'y a pas eu de différence significative sur, la qualité et la quantité de raisin, derrière, quoi. Et sur le stress hydrique non plus. Et sur le stress hydrique non plus. Ok. Surtout du temps de travail en plus, sachant que les vignes n'ont pas été prétaillées pour la taille derrière, donc tirage de bois important. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vraiment. Donc tressage, ouais, peut-être à voir après sur, comparé à une vigne, fortement rognée. Bon, dans tous les cas, le temps de travail était autour de, je sais plus, 40 ou 60 heures hectares de tressage, ce qui est assez, sans compter le tirage des bois derrière, donc ce qui est assez, rédhibitoire en général, par rapport aux effets qu'on a pu voir cette année. On avait fait aussi un essai de sur Chenin, Savenière, effectivement, à comparer pressé et puis juste classique rogné à des hauteurs, on va dire, conventionnelles. Et effectivement, on n'avait pas eu de différence ni niveau azote,
ni niveau botrytis aussi, on avait fait des notations pour voir un peu l'état de la zone des grappes avec l'idée des vignes-greniers qui ressortent plus d'entrecœur. Là, pas de différence finalement dans les conditions du. On avait avancé à une question sur est-ce qu'on a regardé l'impact parallèlement, est-ce qu'on a regardé l'impact du kaolin sur les tordeuses? Alors, pour ce qui concerne le Loir-et-Cher, globalement, Thomas, tu complémenteras peut-être dans le 49. Nous, on n'a pas vu d'impact sur les tordeuses pour la simple et bonne raison que les essais ont été faits sur des années où il y avait très peu de tordeuses. Donc voilà, on ne s'est même pas penché sur la question. Je ne sais pas si ailleurs ça a été le cas. Il y avait eu des essais qui ont été menés en 2017 et 2018 au travers du groupe Défi et il y avait un bon intérêt sur les tordeuses. Alors, il faudrait que je retrouve ce qui avait été écrit. Mais je sais que ça avait un bel intérêt sur les tordeuses. À 20 kg/hectare aussi, il fallait garder un aspect feutrage blanc assez conséquent en fait, parce que ça allait changer la propriété lisse de la feuille avec un côté un peu plus rugueux en fait sur l'arrière de la feuille. Donc les cicadelles, les tordeuses avaient un peu de mal à se poser en fait pour faire leur ponte. Donc ils se reproduisaient plus. Mais là, le temps que je vous retrouve l'article, on aura fini les questions. Mais il y avait un intérêt, donc il n'y a pas de souci pour qu'on envoie les résultats. N'hésitez pas à me faire un mail en suivant. Sachant que l'homologation des kaolins, c'est lutte cicadelle verte, cicadelle des grillons, je rappelle. Oui, pardon. Merci pour la remarque de Lambert sur des essais de tressage, donc 50 hectares que vous disiez que vous avez fait. Et vous avez trouvé un intérêt sur la qualité des tanins sur Cabernet Franc. Effectivement, moi je ne l'ai pas mentionné, je l'ai fait sur l'essai qui avait été fait, c'était sur Sauvignon. Donc voilà, l'intérêt sur les polyphénols moindre, forcément. Est-ce qu'il y a-t-il un impact du kaolin sur l'activité de photosynthèse? Alors, pas spécifiquement. C'est vrai que la question, on pouvait se poser que ça pouvait diminuer la photosynthèse avec le feutrage blanc. Il semblerait qu'il n'y ait pas d'impact direct. Et sur la qualité des raisins, on retrouve des qualités de raisins semblables en termes d'anthocyane ou d'acide malique. D'acide malique. Donc, il n'y aurait pas d'impact direct sur la photosynthèse. Je crois qu'on avait vu effectivement qu'il n'y avait aucun résultat pour l'instant sur vigne qui ait montré une diminution de la photosynthèse. C'est arrivé sur d'autres productions, typiquement l'olivier, mais alors avec des ravageurs qui sont beaucoup plus présents, notamment en termes d'insectes, et des pulvérisations qui sont beaucoup plus fréquentes. Donc à la fin, c'est quand même pas la même quantité d'argile qu'on a envoyé sur le feuillage. Sur vigne, pour l'instant, pas de rien de plus. Il y a juste quelques publications portugaises là-dessus. Là, je suis en train de regarder de mon côté. Tinis, en 2015, montrait qu'il y avait du coup en fait une augmentation de la capacité antioxydante et phénolique de baies. Voilà, donc c'est vraiment dans les conditions de production au Portugal, mais après, nous, on n'est pas allé jusqu'à ce degré de recherche. Voilà, il y a quelques éléments quand même sur l'université du Haut-Douro, du Alto Douro, qui a publié pas mal de papiers à ce sujet. J'ai retrouvé l'information concernant les essais. Si vous voulez, je peux repartager mon écran. Qui sont partagés. Par rapport, vous voyez bien ce que je montre? On voit que ton dossier source. Tu vois quoi, pardon? Ton dossier. Ah. Et là? Oui, les graphiques. C'est bon. Ouais, les graphiques. Donc, par rapport aux cicadelles vertes,
c'était des essais qui avaient été menés en 2011. Donc en bleu, c'était les larves de cicadelles sur 50 feuilles non traitées et en rouge, les larves de cicadelles sur feuilles qui avaient été traitées à l'argile. Il y avait eu que 3 traitements à l'argile, un premier en juin, ça devait être au moment de la floraison, un deuxième au 15 juillet et un troisième au 4 août. Et en fait, on voit qu'à chaque fois, on a quand même significativement moins de larves de cicadelles vertes sur les zones traitées que sur les zones non traitées. Et donc, sur les 2 parcelles qu'on a montrées, au Clos Bénard et au Clos du Lanne, voilà. Tu as quelque chose du coup sur les questions portées sur les tordeuses? Vous Ah aviez non, essayé des choses sur les tordeuses? Non, d'accord. Ok. non, pardon, excusez-moi. Non, mais c'est intéressant. Mais- Bon, s'il y a du coup plus de questions, je vous propose peut-être de clôturer. Merci de votre participation. On vous attend nombreux du coup le 3 mars. N'hésitez pas à en parler à vos collègues. Donc, pour rappel, on abordera du coup l'impact du gel sur la physiologie, sur l'efficacité des méthodes de lutte, etc. Merci beaucoup du coup Manon, Brieux et Mathieu. Et puis on vous attend nombreux au prochain webinaire le 3 mars. Bon après-midi à vous, bonne fin de semaine. Merci à Bonne semaine, tous. au revoir. Au revoir.